Radio X. Dès le 7 septembre, Radio X explore et raconte les phénomènes étranges et inexpliqués. Radio X Files. Christian Page, enquêteur du paranormal depuis 40 ans, démystifiera ces phénomènes par l'approche scientifique. Radio X Files. Avec Marceau. Tous les vendredis, 20h. Dès le 7 septembre, Radio X Files. Radio X. Dès le 7 septembre, encore plus de Christian Page sur les ondes de Radio X. Il a maintenant son émission. Salut. Salut. Je vais t'avouer une chose, c'est que les auditeurs ont hâte que ça commence. Ben moi aussi, écoute, c'est la première fois que j'entends la promo de l'émission. Ouais. Et je suis content parce que je pense que la phrase clé là-dedans, c'est un peu l'approche scientifique. En fait, c'est vraiment une approche rigoureuse qu'on va essayer de donner à ces phénomènes paranormaux, là, à partir, comme on le dit, donc du 7 septembre. Et effectivement, je pense que c'était, merci d'abord à Radio X et à toi aussi de donner l'occasion de pouvoir faire ça. Parce qu'on va quand même amputer une soirée de Marceau le soir. Oui. Mais en fait, c'est un cadeau à moi de moi. Mais si les auditeurs veulent penser que je fais ça pour eux autres, c'est bien correct. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est ça. À plusieurs reprises, ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble. Ouais. Et à quelques reprises, on avait évoqué cette possibilité de dire, attends, tu sais, il y a les phénomènes paranormaux, il y a tout l'aspect populaire que l'on voit à la télé avec les émissions de soi-disant télé-réalité où des gens chassent des fantômes, etc. Ce que les gens ne savent pas, par contre, c'est qu'en retrait de ça, il y a toute une approche, en fait, il y a toute une communauté scientifique qui s'intéresse à ces phénomènes. Pas forcément dans le sens que l'on voudrait. Hein. Par exemple, il y a toutes sortes de découvertes qui ont été faites au cours des dernières années dans le domaine des neurosciences qui expliquent un certain nombre, et j'insiste ici sur un certain nombre de phénomènes associés aux fantômes. Ça n'explique pas tout, mais certains de ces phénomènes peuvent expliquer pourquoi, par exemple, on peut avoir dans certains endroits des impressions subjectives de présence. Encore cette semaine, Yannick, il y a une étude qui a été publiée sur les odeurs fantômes, une étude scientifique. Les odeurs fantômes, c'est un phénomène assez surprenant qui rejoint souvent les phénomènes paranormaux, et surtout lorsqu'on est en période de détresse psychologique. Par exemple, tu es chez toi, ta mère est décédée, et là, je ne veux pas jouer l'oiseau de mauvais augure, là, mais par exemple, tu as un décès d'un proche dans la famille, et puis un soir, tu te réveilles, et là, tu sens, par exemple, le parfum de ta mère décédée, oui. Et tu as un sentiment de présence. Alors évidemment, les gens diront le sentiment de présence est purement subjectif, c'est vrai, mais l'odeur, elle est objective. Tu sens cette odeur. Mais voilà qu'une étude vient d'être publiée cette semaine dans un périodique scientifique, un périodique médical, dans lequel on montre bien que dans bien des cas, ce qu'on appelle ces odeurs, ce sont en réalité un phénomène purement subjectif qui s'appelle les odeurs fantômes. Et ces odeurs-là, elles sont dans ta tête. C'est comme des gens, par exemple, certaines personnes qui souffrent de crises d'épilepsie ont raconté que, parfois, avant une crise, ils sentaient clairement l'odeur de toast brûlé. OK. Donc, cette odeur-là, elle n'est pas dans la réalité. Ton cerveau donne des stimuli qui te rappellent une odeur. Et cette odeur-là, lorsqu'elle est dans ta tête, elle est aussi vraie que si elle était dans ton nez, entre guillemets. Ah, donc tu es en train de me dire que quand je fais sécher ma poche de hockey dans le cave, puis ma blonde à chiale, je pourrais dire que c'est une histoire que son cerveau lui raconte. Mais voilà, tu marques le point. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a toutes ces odeurs qu'on peut sentir de manière olfactive, ouais. Mais il peut y avoir, dans certaines conditions, une sorte d'aberration de notre cerveau, une sorte de truc de notre cerveau qui nous fait penser qu'il y a une odeur. Et contrairement à ce que des gens peuvent penser, cette odeur-là n'est pas forcément un phénomène objectif. Il peut être parfaitement subjectif, comme les sentiments de présence. Et c'est peut-être justement lorsque tu te réveilles, par exemple, et toujours avec cet exemple de ta mère décédée, tu te réveilles et lorsque ton cerveau donne ce stimuli de l'odeur de ta mère, évidemment, il va créer une seconde impression, cette impression de présence, alors que rien n'est vrai là-dedans. Mais tout ça, pour en revenir à l'émission, cette étude, par exemple, a été publiée cette semaine dans un périodique médical. Et ce qui est assez surprenant, c'est que l'étude semble démontrer
qu'il y a peut-être une relation entre la qualité de la santé et ces odeurs fantômes. Donc, les gens qui sentent de manière soutenue ou de manière très, très, très fréquente ces fameuses odeurs fantômes, ça pourrait cacher des problèmes de santé. Mais tout ça pour te dire qu'il y a des études qui sont menées de manière scientifique rigoureuse, qui sont publiées parfois dans des périodiques scientifiques. Malheureusement, ces articles-là, on l'a bien compris, par leur discours. C'est très souvent des articles qui s'adressent à une certaine élite, qui est pas à la portée de tout le monde, et il n'y a pas de courroie de transmission. C'est-à-dire qu'on a les scientifiques qui font toutes sortes d'études, parfois intéressantes, que ce soit sur les fantômes, que ce soit sur ces histoires d'odeurs, que ce soit sur des présences, des sorties hors corps, les expériences de mort imminente. Et là, évidemment, on a tout un volet. Et malheureusement, ça fait l'objet d'articles dans la presse scientifique, mais aucun journaliste ou, peu importe les journalistes ou des gens qui font de la vulgarisation scientifique, il n'y a pas cette courroie de transmission vers le public. Alors, c'est ce que l'on va essayer de faire avec cette émission des radios X-Files. Et on ne sera pas toujours dans le discours purement scientifique, là. On va essayer également d'avoir un peu de divertissement à travers tout ça. Oui. Mais on va essayer de garder un esprit critique par rapport à ça. Ça va être ton rôle, en tout cas. Voilà. Donc, les gens ont souvent l'impression que je suis une espèce de sceptique qui est toujours en train de déboulonner toutes les histoires du paranormal, ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, durant la première émission, je parlerai exactement de ma position par rapport à tout ça, mais je reste intimement convaincu qu'il y a un certain pourcentage, peut-être aux alentours de 10%, de phénomènes qui sont rapportés dans la littérature paranormale, entre guillemets, et pour lesquels je n'ai aucun doute de la réalité des manifestations. Et Christian, Christian, il va y avoir aussi des soirées thématiques, comme à l'Halloween, exemple. On va s'arranger pour faire une belle soirée d'Halloween pour tout le monde. Bien sûr qu'on va essayer de faire, on va essayer donc d'accueillir aussi, parce qu'il y aura les gens auront la possibilité de nous contacter en studio, donc en nous écrivant des messages, que ce soit par Facebook ou par les courriels. Et on va essayer de se faire des thématiques. La façon dont l'émission sera surtout construite, dans la première heure de l'émission, on aura toutes sortes, ça sera un peu un pot-pourri de toutes sortes de trucs. Il y aura là-dedans des chroniques, on aura également des actualités, on aura quelques petits trucs spéciaux qu'on va présenter aux gens. Et dans la deuxième heure de l'émission, on va s'arrêter sur un sujet en particulier. On ne fera pas d'émission, en tout cas, ce n'est pas mon souhait d'arriver et de dire, voici, on va faire une émission sur les fantômes. C'est beaucoup trop large. Oui. On va prendre une histoire de fantômes que les gens connaissent bien, par exemple. OK, on fait une émission, là, pendant la deuxième heure, on parle de l'asile, la supposée asile hanté de Sainte-Clotilde de Horton. Donc, on va essayer de faire un dossier Sainte-Clotilde d'Horton. On passera pas au tamis toutes les histoires de fantômes. On va essayer de thématiser autour d'un sujet précis. Si on parle, par exemple, on fera pas une émission sur, je sais pas, les ovnis au Québec. Non, on va prendre une histoire d'ovnis. Il y en a plusieurs des classiques. Là, je prends l'une qui me vient à l'esprit. On en a souvent parlé en nombre. Par exemple, l'ovni de la place Bonaventure en 1990. Oui. Donc, on va prendre cette histoire-là et pendant une heure, on va commenter cette histoire-là. On va recevoir, soit en studio, soit par téléphone. On va essayer de rejoindre des policiers, des enquêteurs qui étaient sur place, recevoir des témoins qui étaient là, qui vont en parler. On va essayer de décanter l'ensemble des hypothèses qui ont été proposées pour ce phénomène-là. Et on va essayer toujours, évidemment, de le faire avec un grand esprit critique, mais avec également un esprit ouvert. Moi, je suis pas du genre à dire rien n'est vrai. Là, toutes ces histoires-là du paranormal, c'est faux. Au contraire, je suis tout à fait persuadé qu'un certain nombre de ces phénomènes sont tout à fait véridiques, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans les excès et essayer de séparer le bon grain de l'ivraie, comme on dit, et c'est exactement ce que l'on va essayer de faire avec cette émission-là. En tout cas, ça promet. J'ai déjà devant moi le canevas de plusieurs de ces émissions avec des invités qui vont être fort intéressants. Et on va essayer d'avoir également des gens, des spécialistes. Quand on va faire appel à des spécialistes, on va faire appel à des vrais spécialistes. C'est-à-dire, si on fait une émission sur, par exemple, la grande pyramide de Khéops ou de Khufu à Gizeh, en Égypte, ben on n'ira pas demander à un mécanicien qui lit des livres sur l'Égypte la fin de semaine ce qu'il pense de la grande pyramide. On a au Québec des égyptologues qui ont dirigé des chantiers à Gizeh en Égypte. Ouais. On va leur parler.
Ouais. C'est à eux qu'on va demander ce qu'ils en pensent, quel était le chantier, comment ça a été fait, etc., etc. Et ce qu'ils pensent des hypothèses, par exemple, des anciens astronautes ou de trucs comme ça. Donc, moi, généralement, quand j'ai mal aux dents, je vais demander conseil à mon dentiste. Quand j'ai des problèmes légaux, je demande à mon avocat. Si j'ai des problèmes avec ma voiture, je demande à mon mécanicien. Donc, on va faire exactement avec le paranormal. Si on parle, par exemple, de l'Égypte antique, on va demander à des historiens ou à des archéologues. Si on parle, par exemple, des mystères de la Bible, on a, par exemple, dans les universités, que ce soit l'Université Laval ou l'Université de Montréal, des spécialistes dans les textes anciens. Donc, c'est le métier de comprendre et de décanter des informations qui sont contenues dans ces textes. Donc, c'est à eux qu'on va poser des questions. Ce sont les experts. Au Québec, on a une crème d'experts scientifiques dans toutes sortes de domaines. Et qu'on pense à l'Université Laval, l'Université McGill, l'Université de Montréal, ce sont des universités qui ont une excellente réputation. Et on va faire appel à cette crème savante pour essayer de décanter, de séparer la rumeur, les hypothèses un petit peu farfelues versus ce que la science nous a appris de ces études menées sur le terrain. Et quand on va avoir des études à vous publier, quand on va avoir de la vidéo à vous envoyer, on va vous mettre ça sur notre page Facebook. Que j'ai pas encore fait la promotion de cette page-là. Là, D'ailleurs, c'est assez amusant, Yannick, que tu le mentionnes parce que j'ai parlé juste en début de cette entrevue, j'ai parlé de ces nombreuses études qui étaient publiées à travers le monde. Ouais. Comme journaliste, évidemment, j'ai un accès privilégié à ces papiers, à ces publications. Ces études, je les ai pour la plupart depuis des décennies. En fait, je collige ces études. Chez moi, c'est un véritable musée, une véritable salle d'archives. Donc, ces documents, quand on aura des versions électroniques, certains documents que je mettrai moi-même en version électronique, d'autres qui sont plus accessibles, qui sont déjà en version électronique que j'ai chez moi. Donc, on pourra les mettre j'ai fait un petit test d'ailleurs cette semaine avec les abonnés de ma page Facebook. Donc, j'ai mis un document en format PDF. Les gens ont été en mesure de le télécharger. Oui. C'était une étude sur des empreintes de pieds de Yéti. C'était assez amusant. Donc, c'était une étude qui a été menée par la Société royale de Grande-Bretagne, qui a été menée sur justement des analyses concernant l'existence du Yéti. Donc, les gens ont pu télécharger le document, ça a très, très bien fonctionné. Donc, quand on va évoquer de ces études à la radio, on comprend bien sûr qu'on n'a pas le support visuel, mais les gens pourront aller télécharger les photographies ou encore les études, les documents auxquels on fait référence. Ils pourront aller sur notre page et télécharger tous ces documents-là. Oui, puis Moi, je suis pour la circulation de l'information. Plus les gens seront informés adéquatement de ces sujets-là, plus ils pourront poser un regard critique sur ces phénomènes. Et notre nouvelle page Facebook pour ce show-là, c'est Radio X Files, donc Radio X-Files, F-I-L-E-S. Vous pouvez tout de suite vous abonner. Puis toutes les chroniques de Christian Page vont être là tout de suite après l'émission. Là, je vais m'occuper de ça avec Raphaël. All right. Hey, ce soir, on débute ça avec agroglyphes. Oui, les agroglyphes. Oui, monsieur. Pour la plupart des auditeurs qui sont avec nous ce soir, les agroglyphes, c'est ce qu'on appelle aussi les crop circles ou les cercles céréaliers. Oui. Donc, pour les quelques rares qui ignoreraient de quoi on parle, disons que je fais un rappel, à la fin des années 80, a commencé ce phénomène. En fait, la presse a commencé à s'intéresser à ce phénomène. C'était des figures géométriques qui ont commencé à apparaître dans des champs de culture, principalement dans le sud de l'Angleterre. À cette époque-là, les premières figures étaient des cercles. Au fil des ans ou au fil des mois, en fait, les cercles sont devenus plus complexes. Donc, on a commencé à avoir des cercles avec des espèces de satellites autour. Après ça, des cercles au milieu de cercles. Et ensuite, les années passant, des cercles au milieu de carrés qui étaient dans des cercles. Donc, c'est devenu des figures géométriques excessivement complexes. Au départ, les gens ont cru, c'est un peu normal, lorsqu'arrive un phénomène nouveau, je me rappelle, il y a un sociologue britannique qui avait écrit un ouvrage dont le titre était « If in doubt, blame the alien ». Si tu doutes, accuse les extraterrestres. Bon, fait qu'évidemment, dès que ces phénomènes-là ont apparu, on a pu immédiatement pointer du doigt les extraterrestres. Et puis, assez rapidement, au début des années 90, deux joyeux lurons sont sortis de l'ombre en disant, écoutez, on les a pas tous faites, mais on en a fait une maudite gang, et voici comment on s'y est pris. Donc, Doug Bauer et Dave Chorley, deux sexagénaires, ont raconté qu'avec une simple planche de foulage, des outils rudimentaires, ils profitaient de la nuit pour aller dans les champs et couchaient ces plants de blé
pour, de façon plus ou moins géométrique, créant ces immenses figures. Mais du haut des airs, ça avait l'air d'être des formes géométriques parfaites. C'est ça que je trouvais curieux. Ouais. C'est vrai que ça semble parfait vu du ciel. Moi, j'y suis allé à plusieurs reprises en Angleterre, 2 fois où j'ai séjourné pendant plusieurs semaines pour étudier ces figures-là, une dans les années 90 et une autre au début des années 2000. Et je peux dire que ces figures-là sont très impressionnantes vues du ciel. Mais quand on arrive au sol, on s'aperçoit rapidement qu'il y a des petits défauts qui seraient inexcusables pour une intelligence extraterrestre, mais tout à fait excusables pour une poignée de joyeux lurons avec des planches de foulage qui font ça durant la nuit. Et aujourd'hui, bon, il y a de moins en moins de gens qui croient à une nature exotique de ces phénomènes. Il faut dire que c'est vrai que plusieurs groupes se sont ouvertement dénoncés sous l'anonymat, parce que bien sûr, si tu détruis la moitié d'un champ de blé, t'es sûr que tu vas être poursuivi par l'agriculteur. Oui. Donc ces gens-là, un peu sous le couvert de l'anonymat, se donnent des noms. Comme moi, je me rappelle, j'ai accompagné un de ces groupes qui s'appelait Spider-Man. Donc ces gens-là allaient justement la nuit et faisaient de ces figures-là. Et j'ai été très impressionné de voir la complexité de la figure et à quelle rapidité ces gens-là pouvaient travailler. Et non seulement ils réclament les cercles en disant c'est nous qui avons fait telle ou telle figure, mais très souvent également ils appuient leurs prétentions avec des films, parce qu'ils se filment eux-mêmes, toujours évidemment sans jamais dévoiler leur identité, mais ils se filment eux-mêmes en faisant ces cercles et on voit à quelle vitesse ils travaillent. Bon. Ça, ce sont, comme je l'ai mentionné, de moins en moins de gens croient à la nature exotique de ce phénomène-là, même si parfois les figures semblent très, très complexes ou très, très belles. On n'a pas besoin d'aller chercher des extraterrestres pour imaginer quelque chose de complexe et d'esthétique. Cela étant dit, ce phénomène-là n'est pas exclusif à l'Angleterre. Chaque année, il y a de ces cercles-là qui apparaissent dès le début des cultures en Angleterre. Mais ce phénomène-là a été repris ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en France et au Canada. On a eu à plusieurs reprises de ces phénomènes de cercles. Et encore, cet été, on en a eu un. Donc, je le mentionne parce que ça se passe chez nous, même si je trouve que l'intérêt est relativement secondaire. Donc, on est au matin du 2 août dernier. Ce sont des gens de la région de Saint-Lin, qui se trouve au nord de Montréal, qui, au matin, la veille, ils avaient observé dans le champ, comme à travers des arbres, ils avaient observé des espèces de lumières qui dansaient, qui bougeaient. Est-ce que c'était des gens avec des lampes de poche? On peut le suspecter. Mais quoi qu'il en soit, le lendemain, donc le 2 août, ils arrivent dans le champ, et là, ils vont découvrir cette figure, une figure en fait relativement simple. Il s'agit d'un cercle qui fait 60 pieds, donc 18 mètres de diamètre, qui est simplement couché en ligne rayonnante, donc comme on aurait pu faire avec une simple planche de foulage. Ouais. Sur le pourtour, à 4 endroits, il y a comme une espèce de figure, une espèce de petit carré ou de rectangle qui est visible à cet endroit-là. Rien de très exotique. Mais bon, ça s'est passé chez nous, donc je le mentionne. Il y a plusieurs groupes d'amateurs d'OVNI, bien sûr, qui se sont rendus sur place, qui ont fait des prélèvements, qui ont fait des mesures. Mais encore une fois, ça me paraît assez évident. Même un des groupes qui s'est rendu sur place, qui m'a transmis l'information, un groupe qui s'appelle l'Association québécoise d'ufologie, bien, eux-mêmes suspectent, favorisent bien sûr l'hypothèse de la fraude. Il faut se rappeler, Yannick, ici, avant que je reçoive une volée de bois vert, il faut se rappeler que dans le cas de ces fameux cercles céréaliers ou agroglyphes, ce que l'on sait, c'est qu'il y en a. Est-ce qu'il y en a des vrais? On peut se poser la question, est-ce qu'il y en a des vrais? La réponse est la suivante. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y en a des faux. Ça, il n'y a aucun doute. On le sait qu'il y en a des faux. Est-ce qu'il y en a des vrais parmi les faux? Ça se peut. Je dis pas que ça se peut pas. Ça se peut. Mais s'il y en a, en 35 ans, on n'a pas trouvé le moyen de les différencier. C'est-à-dire que s'il y a des vrais, les vrais sont pareils comme les faux. Donc, ça veut dire que s'il y a une intelligence étrangère qui se manifeste, elle utilise visiblement, elle aussi, des outils rudimentaires, une planche de foulage et des cordes. C'est ça que ça veut dire. Ouais. S'il y en a des vrais, là, parce qu'on a raconté toutes sortes de trucs. Certains ont dit, parce qu'il faut le savoir, les cercles, souvent, là, l'adhésion des gens à dire celui-là est vrai ou celui-là est faux, ce sont souvent des critères purement subjectifs. Celui-là, il est plus gros, celui-là, il est plus beau, celui-là, il est plus complexe. T'es d'accord avec moi qu'avec ça, on va pas très, très loin. T'sais? C'est purement subjectif. Et dans les années 90, il y a des gens aussi qui ont prétendu que certains cercles avaient des rayonnements magnétiques ou des rayonnements radioactifs, ce que des études
rigoureuses menées sur ces figures ont démontré que c'était absolument faux. Et dans d'autres cas, on a prétendu que sur certains plans, dans des cercles, les vrais, entre guillemets, on avait retrouvé sur des plans des espèces de nodules qui laissaient croire que c'était peut-être une caractéristique propre au vrai cercle, entre guillemets. Malheureusement, là aussi, des études rigoureuses ont démontré que ces espèces de nodules sur les plans, qui étaient bien réels, se retrouvaient à peu près dans n'importe quel champ de blé en Angleterre et étaient dus non pas à des interventions extraterrestres ou exotiques quelles qu'elles soient, mais simplement à des facteurs climatiques et géographiques qui faisaient que ces nodules-là apparaissaient sur des plans. Donc, jusqu'à maintenant, en 35 ans, là, depuis le temps où la presse s'est emparée de ce phénomène-là dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui, les amateurs, les ufologues n'ont jamais été en mesure de proposer un critère fiable qui permettrait de différencier les vrais cercles des faux cercles, en supposant bien sûr qu'il y ait des vrais cercles parmi les faux. On parle maintenant du MH370, mais là, la nouvelle, ça pourrait plaire à certains conspirationnistes. Ah oui, ça, c'est... Moi-même, j'étais un peu surpris de ça. Donc, je t'explique. Le mois dernier, peut-être tu as vu ça passer dans la presse. À ce moment-là, je sais que tu étais en vacances. Mais bon, moi, je suis toujours à l'affût. Donc, je vois passer ça. C'est le gouvernement de la Malaisie qui a publié son rapport final sur la disparition du vol MH370. Donc, je rappelle aux gens là, qui auraient été sur la planète Mars au cours des dernières années que cette histoire de vol MH370, c'est la disparition d'un Boeing 777 le 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord. L'appareil faisait une liaison Kuala Lumpur-Pékin. Il a décollé de l'aéroport de Kuala Lumpur juste un peu avant minuit. Et puis voilà qu'en vol, après quelques minutes de vol, une vingtaine de minutes de vol à peu près, volontairement, c'est ce que dit d'ailleurs le rapport officiel, volontairement les transpondeurs de l'appareil, donc ces balises de localisation, ont été coupés manuellement. L'appareil a fait demi-tour, s'est engagé sur une espèce de corridor une zone frontière entre la Malaisie et la Thaïlande. Et ça aussi, c'était fait de façon volontaire, parce qu'à ce moment-là, celui qui était aux commandes de l'appareil savait pertinemment qu'en passant sur la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande, il était un peu dans le flou, en sachant pertinemment que les contrôleurs aériens de la Malaisie se seraient dit, l'appareil est se trouve en Thaïlande, et les gens de la Thaïlande se seraient dit, l'appareil se trouve en Malaisie. Donc, on se trouve dans une espèce de zone floue. L'appareil a fait demi-tour et est allé se perdre quelque part dans l'océan Indien. On sait qu'au cours des années qui ont suivi, des débris de l'appareil, une vingtaine de débris, ont été retrouvés sur les côtes ouest de l'Afrique, qui ont été clairement identifiés ou possiblement étant été identifiés comme étant des débris du fameux Boeing 777. Mais que s'est-il passé? Ça reste le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation. Et lorsque le rapport a été rendu public le mois dernier, le ministre chargé de l'enquête a lui-même remis sa démission parce qu'il a jugé qu'il n'avait pas rempli sa tâche, et le rapport est assez clair là-dessus. On ne sait pas ce qui s'est passé. On a saisi, bien sûr, on a imaginé un acte terroriste. Est-ce que des pilotes auraient voulu détourner l'appareil? L'un d'eux aurait-il voulu se suicider en entraînant avec lui des passagers? On a saisi des ordinateurs des pilotes, du pilote, du copilote. On n'a rien trouvé là-dedans. Il n'y a pas de message radio, il n'y a pas de message qui a été laissé. Bref, même le rapport va jusqu'à laisser sous-entendre qu'il y aurait pu y avoir un tierce parti, sans fournir la moindre indication, mais un tierce parti qui se serait emparé de l'avion pour le détourner. Alors, au moment où le mois dernier, le gouvernement de la Malaisie rend public son rapport, la plupart des gens, et moi le premier, je me suis dit, voilà, c'est la fin mot de cette histoire. Merci, bonsoir, le dossier est classé. Et à moins d'un coup de chance, en faisant de l'exploration de fonds marins, on retrouve l'épave de l'appareil. On sait qu'en début d'année, on essayait de le faire, mais qu'une compagnie américaine s'était fait promettre une somme d'argent considérable. C'était plusieurs millions de dollars s'ils retrouvaient l'épave, mais bien sûr, il fallait qu'ils trouvent l'épave. Ils ont passé plus d'un mois à chercher l'épave sans succès. Donc, toutes les tentatives ont échoué. Et à moins d'un coup de chance, dans les années à venir, je pense que, en tout cas, j'étais assez convaincu que l'histoire du MH370 était terminée, même si on n'avait pas le fin mot de l'histoire. Et voilà qu'il y a quelques jours à peine, le gouvernement français, la gendarmerie française de l'air,
a décidé de rouvrir à nouveau l'enquête sur la disparition du MH370. Et là, c'est assez surprenant parce que, et là, je veux pas considérer les gens de différentes nationalités, on veut pas mesurer la valeur des gens de différentes nationalités, mais il faut savoir qu'à bord de l'appareil, il y avait surtout des gens, des Chinois et des gens de la Malaisie. Il y avait 4 passagers français seulement à bord de l'appareil. Alors qu'au moment où on se parle, la Malaisie a baissé les bras, la Chine a baissé les bras. Voilà que soudainement, le gouvernement français décide de rouvrir l'enquête sur la foi qu'il y avait 4 passagers français à bord de l'appareil. Ça semble un peu excessif. Mais là, le gouvernement français est clairement déterminé, via sa gendarmerie de l'air, comme je l'ai mentionné, non seulement à revoir l'ensemble des données, mais on veut absolument vérifier toutes les informations, savoir d'où elles viennent, quelles ont été les références de ces documents-là. Et bien sûr, lorsque le gouvernement malais suppose qu'il y aurait pu y avoir un tierce parti, on veut savoir à qui ou à quoi est-ce qu'on fait référence. On veut à nouveau avoir accès aux enregistrements, aux ordinateurs pilotes et copilotes, le personnel volant qui était à bord. On veut revoir toutes les informations concernant la disparition du MH370. Et le gouvernement français s'est montré excessivement laconique sur les raisons évoquées, sur les raisons de cette réouverture, en évoquant seulement il y avait 4 passagers français à bord. Mais il faut quand même savoir, Yannick, et il faut pas se leurrer, se mettre la tête dans le sable, peu importe la volonté humaniste d'entreprendre un projet comme celui-là, il y a toujours quelque part une équation financière à considérer. Et on le sait, l'enquête sur le MH370 a coûté des dizaines de millions de dollars, sinon des centaines de millions si on inclut les recherches océanographiques là, pour essayer de retrouver l'épave. Alors pourquoi le gouvernement français va-t-il à nouveau investir des sommes d'argent considérables pour reprendre l'enquête à zéro? Et là, bien sûr, les théoriciens du complot se disent, est-ce que le gouvernement français aurait en main des informations, non seulement que le gouvernement de la Malaisie n'avait pas, qui ne sont pas incluses dans le rapport final? Est-ce qu'ils ont une piste qui n'a jamais été communiquée aux médias, aux enquêteurs, et eux décident de suivre cette nouvelle piste? Alors, inutile de dire que la réouverture du dossier sur le MH370 est littéralement une espèce de bonbon pour les théoriciens du complot. Prochain sujet, à chaque fois qu'on en parle, j'ai toujours dans la tête le film Harry Schley Anderson. C'était-tu un beau film, ça? C'est une référence. C'est une référence. J'adore. C'est une référence. C'est bien parce que Harry Lee Anderson, ben évidemment, si on parle du Bigfoot Sasquatch, les gens qui ont vu ce film savent très très bien de quoi on parle. Donc c'est cette espèce de créature hominidée qui ferait entre 2 et 3 mètres, qui vivrait dans des régions reculées, quasi inaccessibles, en Amérique du Nord. Il faut savoir que tous les États des États-Unis ont des rapports d'observation de cette créature qu'aux États-Unis on appelle le Bigfoot. Il n'y a que l'île d'Hawaï où il n'y a aucune observation de Bigfoot rapportée. Et c'est la même chose au Canada. Où on l'appelle la créature le Sasquatch, il a été rapporté dans toutes les provinces canadiennes, sauf l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve. Au Québec, le Sasquatch a déjà été aperçu. Et ces observations-là sont surtout concentrées dans la région des monts Valin, qui se trouve au nord du lac Saint-Jean. Si les gens qui nous écoutent dans ce coin-là, c'est au nord du mont Valin. Des gens ont rapporté avoir vu des Sasquatch. Il y a même, je me rappelle, il y a quelques années, il y a même un garde forestier ou une personne impliquée à tout le moins dans la réserve faunique qui avait fait un moulage d'empreintes que l'on associait à la présence de Sasquatch. Donc voilà, c'est cette histoire-là, mais c'est surtout sur la côte ouest, notamment du nord de la Californie jusqu'à l'Alaska, où on a le maximum, la plus grande concentration d'apparitions. Et c'est justement dans cette région-là qu'on va nous parachuter avec la prochaine histoire. C'est un citoyen de Golden, ça se trouve en Colombie-Britannique. Ça se trouve tout près du parc national de Banff, qui est à cheval sur la frontière entre la Colombie-Britannique et l'Alberta. Ouais. Donc, c'est un citoyen de Golden, un type qui s'appelle Todd Standing. En octobre de l'an dernier, ce Todd Standing a déposé une plainte
une plainte contre le gouvernement de la Colombie-Britannique. Et il disait dans cette plainte, en fait, il accusait le gouvernement britannique de laxisme en disant, il leur demandait en fait de reconnaître officiellement l'existence du Sasquatch, ajoutant que ne pas le faire mettait la vie des citoyens de la Colombie-Britannique en danger, parce qu'évidemment, ces gens-là pouvaient s'adonner à des randonnées en forêt et tomber nez à nez avec un Sasquatch. Je te rappelle tout de suite que jusqu'à maintenant, on n'a pas de cas où des gens ont été agressés, tués par des Sasquatchs. Ouais. On n'en a pas. Mais enfin, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, c'est un peu ce qu'il portait dans sa plainte. À l'époque, le ministère des Terres, Forêts, Gestion des ressources naturelles et du développement rural avait rejeté la plainte de ce Todd Standing en disant, vous savez, c'est un peu frivole, même si Standing disait dans sa plainte qu'il avait des preuves irréfutables sous forme de vidéo, des preuves irréfutables de l'existence du Sasquatch. Et il faut dire aussi que dans sa plainte, non seulement demandait-il au gouvernement de reconnaître l'existence de la créature, mais il demandait au gouvernement de lui assigner 2 ou 3 biologistes avec lui qu'il pourrait amener en forêt pendant 2 ou 3 mois et ainsi leur démontrer le terrain de chasse du Bigfoot et montrer des traces en forêt prouvant de manière irréfutable l'existence de la créature. Bref, le gouvernement avait rejeté cette histoire-là en disant tout ça est tout à fait frivole. Mais la justice, et quel beau pays qu'on vit au Canada, de voir que l'on peut utiliser les deniers des citoyens canadiens pour ce genre de trucs. Bref, la justice suivant son cours, la semaine dernière, la plainte de M. Standing s'est retrouvée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique à New Westminster. Ben non, c'est pas vrai. Absolument. Et là, bien sûr, s'il y avait M. Standing avec son avocat, il y avait également un procureur assigné par la Colombie-Britannique. Et là, bien sûr, tout ça s'est débattu devant le juge, le juge de la Cour suprême, l'honorable juge Kenneth Ball. Et là, la procureure, en fait, pour la Colombie-Britannique a fait valoir que tout ça était un peu frivole, bien sûr, et que la reconnaissance ou non d'une créature, d'un animal, ne relevait pas des autorités judiciaires. C'était le gouvernement qui devait reconnaître si oui ou non il y a un animal qui existe ou qui n'existe pas. Donc, c'était un peu tiré par les cheveux de se retrouver devant le tribunal. Et le juge Kenneth Ball a décidé de prendre la cause en délibéré, mais il a quand même laissé savoir en direction de l'avocat de ce Todd Standing qu'effectivement, ça relevait davantage, la reconnaissance d'animal relevait davantage de la position des scientifiques ou des biologistes de l'État plutôt que d'une décision du tribunal. Mais enfin, on va attendre cette histoire-là, quelle va être l'issue de ça. On dépense l'argent des contribuables pour ça, là? Voilà, on dépense l'argent des contribuables. Puis j'ai fait ma petite enquête là-dessus. Écoute, il y a quand même quelques petites choses qu'on doit savoir à propos de ce fameux Todd Standing. Ce Todd Standing, d'abord, j'ai fait une vérification. Il n'a pas déboursé un sou pour cette fameuse plainte qu'il a déposée devant le gouvernement de la Colombie-Britannique, ni pour sa présence devant le tribunal. Donc tout ça, jusqu'à maintenant, se fait sur le bras des contribuables. Ce fameux Todd Standing, également, faut bien l'avouer, c'est un personnage très sulfureux. Quand il parle qu'il a des vidéos qui montrent la créature en question, il y a un de ces vidéos où on voit de façon assez rapprochée un gros plan d'une tête de Bigfoot. Des experts en photographie ont démontré très clairement qu'il s'agissait en fait d'une superposition d'images, exactement comme on le fait ici au Québec, comme le fait Michel Baudet avec ses fameux têtes à claques. C'est-à-dire qu'on prend des poupées et on change les yeux et la bouche. C'est exactement ce qu'a fait Todd Standing. Il a filmé un buste statique d'un Sasquatch, comme une espèce de bonhomme en peluche. Il a superposé à ce bonhomme-là ses propres yeux et sa bouche à lui. Ouf. Il fait cligner puis il fait bouger la bouche. Un tête à claque Bigfoot. Et ça, c'est l'une de ses preuves. Donc, tout ça a été, la fraude a été clairement démontrée dans ce cas-là. Et le bonhomme, le fameux Todd Standing, a fait un documentaire qui est disponible en location sur Netflix, qui s'intitule Discovering Bigfoot, où on le voit, lui, courir dans le bois à la recherche du Bigfoot, mais évidemment, tu vois jamais le Bigfoot. Et il organise également, dans son petit coin de pays, des expéditions à 4800 $ pour une semaine par tête de pipe, pour amener des gens dans le bois et à la poursuite du Bigfoot.
Alors, tu comprends que l'expression qui dit « parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en », ben pour ce Todd Standing, c'est un coup de pub extraordinaire parce que qu'il ait décidé comme ça d'amener le gouvernement de la Colombie-Britannique devant les tribunaux pour une histoire de Bigfoot, tu comprends que ça fait les journaux de tout le Canada, sinon même des États-Unis. Et là, évidemment, on parle de cette histoire-là qui est tout à fait loufoque, mais combien de gens vont décider de suivre ce Todd Standing, d'aller voir son documentaire et qui sait, peut-être de verser ces 4 800 $ pour l'accompagner pendant quelques jours en forêt pour traquer l'insaisissable Sasquatch. Dernier sujet de la chronique de Christian Page pour ce soir. Attention, je vais sortir mon espagnol. El Chupacabra aurait fait de nouvelles... Il aurait fait de nouvelles victimes maintenant. El Chupacabra, c'est une créature mythique qui appartient au folklore hispanophone. C'est une créature qu'on retrouve dans les pays hispanophones. Grosso modo, l'histoire, même si elle fait partie depuis très longtemps de la culture, elle est passée, elle a basculé, si je puis dire, dans la réalité en 1995 sur l'île de Porto Rico, lorsque l'on a trouvé dans la région de Canovanas différents animaux de ferme. On parle par exemple des poulets, on a trouvé également des chiens, des chèvres, on a trouvé également des chevaux qui avaient été attaqués, mordus à la gorge et dans certains cas complètement vidés de leur sang. El Chupacabra veut d'ailleurs dire textuellement le suceur de chèvre. Ah, il y a connu un de même, c'est la grande allée. Je me doutais bien que tu sais pas faire une réflexion de ce style. Donc, l'El Chupacabra s'est multiplié. Donc, toute l'histoire naît en 1995 à Porto Rico, mais ensuite, on retrouve des histoires d'attaques contre des animaux de ferme dans le sud des États-Unis, là où il y a une forte concentration de communautés espagnoles et cubaines, notamment aussi en Floride, où on aurait vu de ces attaques, et bien sûr, toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et l'histoire dont je te parle ce soir s'est produite il y a quelques jours. Ça se passe dans le nord de l'Argentine, dans le nord-est de l'Argentine, dans une petite localité qui s'appelle Santa Fe. Donc, au matin, un agriculteur sort. Il faut dire qu'au départ, il y avait eu dans les semaines qui ont précédé quelques animaux qui avaient été trouvés morts et mutilés, mais on avait mis ça sur le dos de prédateurs locaux. Et puis, on est au matin du 6 août dernier, donc un type sort à l'extérieur, un agriculteur sort à l'extérieur et là va trouver 7 de ces vaches dans son champ qui sont mortes, mutilées, vidées de leur sang et le prédateur, entre guillemets, s'est acharné sur les yeux, la langue, une partie de la mâchoire des animaux. Donc évidemment, tout ça semble très curieux. Et on fait appel à des spécialistes, à des biologistes, on en informe les autorités. Et même si les autorités, eux, assurent que les animaux ont été tués par des prédateurs, d'ailleurs, ils disent que ça arrive assez régulièrement en cette période chaude de sécheresse que des animaux meurent dans les champs. On accuse également une espèce de petit animal qui s'appelle un ossisudo. Un ossisudo, ça ressemble un petit peu, je te dirais, à un mulot, à un rat. Et là, les autorités disent simplement que cet animal, une fois que la bête est morte, lorsque la vache est couchée sur le côté, ces petits animaux qui sont des charognards vont rentrer dans la carcasse, soit par la bouche ou par l'anus, vont dévorer à l'intérieur les chairs molles, vont également manger les yeux et la langue. Donc, il ne faut pas chercher de midi à 14 heures le fautif, ce sont des prédateurs locaux et des charognards locaux. Mais évidemment, pour les communautés locales, et en particulier cet agriculteur qui a trouvé sur un seul matin 6 de ces vaches mortes et mutilées, et apparemment il n'y avait pas de sang sur place, bien sûr, pour eux, ça ne peut avoir qu'une origine surnaturelle. Donc, on pointe du doigt ou bien les extraterrestres, ou encore le mystérieux El Chupacabra, qui n'est jamais très très loin de toutes les explications possibles. Christian Page, on invite les gens sur notre nouvelle page Facebook qui va être
plutôt active à partir du 7 septembre, puisque c'est une nouvelle émission qui commence sur les ondes de Radio X, qui va s'appeler Radio X-Files. Le Files, là, c'est en honneur là, de l'émission X-Files, on va se le dire, là, parce que là, il y a des gens qui disent... Mais on n'a pas fait preuve d'une imagination débordante ici. On y est allé avec une formule gagnante. Oui, c'est les auditeurs qui ont trouvé ce nom-là. J'ai pris le nom le plus populaire, mais ils sont plusieurs à l'avoir trouvé, donc bon, je vais vous donner 25 cents si vous vous présentez à la station. Là. Puis en même temps, c'est bien parce que ça dit ce que ça dit. C'est-à-dire que les gens, quand on entend Radio X-Files, on comprend bien que c'est pas une émission de cuisine. Voilà. Donc, Radio X-Files sur Facebook. Et pour les gens qui veulent en savoir plus sur Christian Page, christianpage.ca, l'enquêteur du paranormal. Là-dessus, je te dis à mercredi prochain, mon ami. Absolument. Bonne soirée à tous. Merci. Ciao. Bye-bye. Marceau, le soir. Radio X. Dès le 7 septembre, Radio X explore et raconte les phénomènes étranges et inexpliqués. Radio X Files. Christian Page, enquêteur du paranormal depuis 40 ans, démystifiera ces phénomènes par l'approche scientifique. Radio X Files. Avec Marceau. Tous les vendredis, 20h. Dès le 7 septembre, Radio X Files. Radio X.